Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle conférence web sur les perspectives d'investissement en 2021, année ô combien particulière. Je suis Maxime Camus, associé fondateur de Grisby. Grisby, vous le savez, c'est votre coach financier qui vous permet de prendre la main sur la gestion de vos finances et de votre patrimoine et qui vous permet d'optimiser votre situation fiscale et patrimoniale. Pour cette conférence, on a la grande chance aujourd'hui d'accueillir deux experts de la fameuse maison de gestion Carmignac, Kevin Tauzé et Pierre-Édouard Bonenfant, qui se présenteront dans un instant. On a également la chance d'accueillir Étienne de Saint-Germain, éminent représentant de notre équipe de conseil en gestion de patrimoine. D'ailleurs, je vais vous laisser la main, Kevin, peut-être pour commencer, pour vous présenter rapidement. Eh bien bonjour, merci Maxime, bonjour à tous. Donc Kevin Tauzé, je travaille dans les équipes d'investissement chez Carmignac Gestion depuis maintenant 1 an et demi, après avoir passé une dizaine d'années dans ce secteur de la gestion d'actifs, notamment sur la gestion qu'on appelle top-down, donc une lecture par le haut, une lecture macroéconomique des marchés financiers. Très bien, merci Kevin. Pierre-Édouard. Bonjour à tous, donc moi c'est Pierre-Édouard Bonenfant, je suis gérant chez Carmignac depuis 2013 et en particulier je m'occupe de tout ce qui est gestion sous mandat et gestion pilotée. C'est moi en l'occurrence qui m'occupe avec mon collègue Jean-Marc Viguet de construire les mandats de gestion pilotée pour Grisby. Merci Pierre-Édouard. Étienne. Et bonjour à tous, oui, effectivement, comme l'a dit Maxime, je représente aujourd'hui l'équipe de Grisby sur la partie conseil en gestion de patrimoine. Moi, je suis conseiller chez Grisby depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et voilà. Merci à tous les trois, une fois de plus. Merci à Kevin et Pierre-Édouard d'avoir accepté notre invitation pour cet événement. Au cours de cette conférence, on fera un premier point justement grâce à Étienne sur la façon dont on accompagne chez Grisby Gestion Privée nos clients. Ensuite, on fera le point sur le bilan 2020 et bien sûr les perspectives 2021 en matière de macroéconomie, de stratégie d'investissement, avec un focus également sur la gestion pilotée de notre contrat Grisby qui est opéré par Carmignac. Pierre-Édouard pourra nous en dire plus sur cela. Vous le savez, nous chez Grisby, on vous accompagne à travers notre plateforme pour vous aider à piloter votre patrimoine, à bénéficier de diagnostics, de simulations, pouvoir souscrire en ligne également si vous le souhaitez. Et notre accompagnement, il se complète par une équipe de conseillers en gestion de patrimoine expérimentés, dont Étienne va nous parler justement. Il va nous faire un retour d'expérience sur la façon dont on vous accompagne au quotidien chez Grisby Gestion Privée, et on fera le lien bien sûr avec l'accompagnement et l'expertise de Carmignac. Étienne, je te passe la parole. Juste un mot au préalable. Vous avez la possibilité, bien sûr, de poser des questions au cours de l'événement. On accordera un temps de questions-réponses à l'issue des interventions de nos participants. Donc voilà, n'hésitez pas. Je ne sais pas si on pourra répondre à toutes vos questions, mais néanmoins, n'hésitez pas à les poser. Puis on en sélectionnera bien sûr certaines pour y répondre en fin de conférence. Merci à tous. Étienne, c'est à toi. Merci Maxime. Oui, exactement. Alors moi, je voulais revenir dans un premier temps de manière assez brève sur le rôle qu'on a chez Grisby Gestion Privée, notamment sur la partie conseil en gestion de patrimoine. Alors pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas et qui ne travaillent pas encore avec nous, vous connaissez peut-être notre outil en ligne Grisby qui vous permet de gérer la totalité de votre patrimoine en ligne. Et bien à côté de cet outil-là, le rôle de notre cabinet, c'est d'accompagner en fait nos clients dans la constitution et l'optimisation de leur patrimoine, au sens assez large du terme, en s'adaptant à chaque situation, à chaque objectif de chacun. Donc on va être amené à rencontrer pas mal d'entre vous et avancer ensuite ensemble au travers de différentes étapes sur un aspect conseil global. Alors nous on intervient un petit peu en qualité de
d'architecte sur la totalité de vos actifs. On peut être amené aussi à travailler avec vous sur des missions un petit peu plus précises. Et on aime bien s'appuyer dans notre travail sur une équipe d'experts partenaires à travers différents segments. On peut travailler avec un certain nombre de professionnels dans le notariat, dans la fiscalité, dans la finance de marché aussi. On travaille pas mal avec Carmignac sur cet aspect-là et on s'appuie sur leur expertise notamment. Ce qui est intéressant de noter quand on parle avec beaucoup d'entre vous, c'est que on se rend compte, nous, que dans la majorité des situations, dans la majorité des objectifs, on a toujours un certain nombre de convictions sur les fondamentaux à mettre en place pour pouvoir constituer son patrimoine de manière optimale, ce qui est de près ou de loin l'objectif de chacun, au travers notamment de solutions d'investissement qui sont assez classiques, on va dire, mais qui, avec un aspect conseil assez poussé derrière et justement l'accompagnement de certains experts peut devenir vraiment une force pour votre patrimoine. Si j'avais un exemple, je pense à donner aujourd'hui, ce serait essentiellement le contrat d'assurance vie. C'est quelque chose qui est assez connu, mais peut-être assez peu maîtrisé. Nous, on aime bien conseiller à la majorité d'entre vous d'investir une partie de leur patrimoine sur cet actif qui est très liquide et qui dispose de très nombreux avantages, et notamment la possibilité à l'intérieur de ce contrat de pouvoir choisir de placer son argent dans différents aspects, dans différents fonds. Sur cet aspect-là, nous, l'assurance vie, on travaille avec beaucoup d'assureurs aujourd'hui, mais on a tendance à privilégier notre contrat maison qui s'appelle Grisby Vie, que certains d'entre vous connaissent bien, qui est un contrat assuré par Suravenir et qu'on a tendance à privilégier parce qu'on aime beaucoup cet aspect complètement digital qui vous permet à vous de gérer totalement votre contrat et surtout d'avoir accès à différents modes de gestion assez poussés à l'intérieur du contrat, un côté gestion libre qui va vous permettre de pouvoir avoir la main sur la gestion du contrat avec l'accompagnement de votre conseiller chez Grisby, de pouvoir sélectionner au travers d'une liste assez importante de fonds et notamment certains fonds de la maison Carmignac qu'on aime bien vous recommander de temps en temps pour des allocations personnalisées. Et puis vous avez un aspect purement gestion pilotée, dont l'objectif est de confier en fait la gestion de votre contrat directement à la société Carmignac, qui va vous permettre en fait d'avoir, en fonction de certains profils que vous choisissez, qui sont plutôt des profils de risque, qui va vous permettre d'avoir une gestion active et de bénéficier de leur expérience et de leur expertise sur la finance de marché pour faire les meilleurs choix et donc pour pouvoir faire fructifier votre capital de manière optimisée. Et je pense d'ailleurs qu'ils seront mieux placés que moi pour vous décrire cette gestion pilotée et les perspectives qui vont se présenter à nous pour les années à venir. Très bien, merci beaucoup Étienne pour cette introduction, cette présentation de notre façon de travailler au sein du cabinet Grisby Gestion Privée. Juste pour compléter, effectivement, on peut dire qu'au sein de Grisby Vie, on a la possibilité d'accéder à la gestion libre et notamment sur des fonds Carmignac, mais également d'autres fonds. On en a parlé précédemment, des fonds sur l'immobilier à travers Silver Avenir ou d'autres thématiques sur les nouvelles technos ou autres. Donc, il y a la possibilité, évidemment, d'opter également pour la gestion pilotée avec Carmignac qui s'occupe de l'allocation, des arbitrages, donc avec une vraie dynamique et pour le client, un temps précieux économisé, pas de souci dans la gestion de son contrat. Donc, c'est deux façons de gérer son contrat qui sont également complémentaires. Vous le savez, on peut ouvrir 1, 2 ou autant de contrats qu'on le souhaite et on peut ouvrir à la fois un contrat en gestion libre et un contrat en gestion pilotée avec des objectifs différents. Donc voilà, nous, on a la chance chez Grisby de pouvoir discuter de manière très régulière avec nos partenaires, des gérants, les experts qui nous font part de leur analyse sur l'évolution de la situation économique, sur la façon dont ils voient les choses en matière de macroéconomie. Et on voulait profiter de cet événement pour justement que vous ayez directement accès à cette information. Et c'est pour cette raison qu'on a fait appel à Kevin et Pierre-Édouard qui vont vous parler maintenant justement de ce qui s'est passé en 2020. Donc un retour rapide sur l'année 2020, une année effectivement chahutée, et puis les perspectives 2021 en matière de macroéconomie, de stratégie d'investissement, avec bien sûr un zoom sur la gestion pilotée au sein de Grisby Vie, donc l'allocation
opéré par Pierre-Édouard et son équipe. Kevin, je te donne la main et merci une fois de plus à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci Maxime. Et puis, encore une fois, très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on va commencer avec Pierre-Édouard par vous décrire pendant 5-10 minutes sur ce qui s'est passé en 2020, quelle en a été notre lecture, qu'est-ce qui a été mis en place dans les portefeuilles. Et puis, on consacrera 15-20 minutes à vous expliquer qu'est-ce qu'on anticipe pour cette année 2021, comment est-ce qu'on gère les portefeuilles dans ce cadre-là et comment est-ce qu'on est positionné aujourd'hui dans ce contexte. Donc sur le déroulement de l'année 2020, on peut découper cette année-là en 2020 en 3 grandes phrases, on va dire. Dans un premier temps, il y a eu le choc qu'a constitué l'épidémie. Il fallait réaliser assez tôt en fait que la trajectoire exponentielle que suivait l'épidémie induisait que le risque c'était toujours avoir un retard sur cette avancée de la crise sanitaire. Et donc, comme l'illustrera Pierre-Édouard, ce qu'on a fait, c'est qu'on a très rapidement réduit drastiquement le risque embarqué dans les portefeuilles. Je vais partager une diapositive. Voilà, j'espère que vous la voyez. Et ça, que ce soit en termes d'exposition ou d'investissement sur les marchés d'actions, mais aussi sur les marchés de taux et de crédit, sur les marchés obligataires. Et puis dans un second temps, une fois que il était acquis que les autorités monétaires, les autorités budgétaires étaient intervenues et allaient intervenir de façon massive, il convenait de pouvoir se réexposer au marché dans un contexte où le pessimisme qui prévalait semblait quand même particulièrement fort. Et ça, il fallait le faire tout en gardant, on va dire, la gestion des risques et de l'inconnu en tête, en effet, parce que l'inconnu, ça, on continuait d'évoluer dans un contexte de situation sanitaire extrêmement précaire et sur lequel il y a toujours d'ailleurs pas mal de questions. Alors comment est-ce que nous on l'a fait? C'est plutôt sur les marchés de la dette d'entreprise, où il y avait une vraie asymétrie. C'est aussi ça, faire de la gestion de portefeuille. C'est pas juste essayer de capter un rebond très très fort, c'est de capter un rebond avec un risque embarqué, on va dire relativement modéré. Et donc sur ces marchés de la dette d'entreprise, pour vous donner un exemple, quand on prête à une entreprise comme Netflix, on pouvait prêter à Netflix au mois de mars-avril par exemple, avec des rendements de l'ordre de 5%, et pour autant ça offrait aussi, on va dire, une certaine protection à la baisse parce qu'on n'anticipait pas que ces émetteurs-là fassent défaut. Donc il y avait des vraies opportunités sur ces marchés-là, et puis ça permettait aussi de gérer l'incertitude parce que, contrairement aux marchés d'actions, sur les marchés du crédit, sur ces marchés de la dette entreprise, on est payé pour attendre. Il s'agit en effet d'obligations. C'est comme un contrat. Contrairement aux actions, quand on achète une obligation, on sait en avance ce que l'on va gagner. On va recevoir un coupon, un versement régulier d'un intérêt au détenteur de l'obligation, en l'occurrence nous. Donc ça nous a permis de bien capter ce rebond de marché avec un risque embarqué qui était relativement maîtrisé. Et puis sur les marchés d'actions, là aussi, on a cherché à capter ce rebond-là. On l'a fait sur plusieurs marchés. Par exemple, sur les marchés d'actions chinois, c'était la première économie touchée par la crise, mais ça a aussi été la première économie à en sortir. Et ça a particulièrement bien fonctionné dans différents secteurs comme celui de la technologie, de la santé, de l'éducation, du véhicule électrique. Et donc, dans un fonds comme Carmignac Patrimoine, ou Carmignac Investissement, des fonds de Carmignac et qui sont aussi utilisés par Pierre-Édouard dans le cadre de sa gestion, on a investi sur des sociétés comme NIO, comme Refei, qui fait des vaccins en Chine, ou JD.com, un concurrent local d'Amazon. Et ça permet, c'est des titres qui en bourse ont enregistré des performances qui variaient entre 100% et 500%. Donc ça, on va dire, c'est la deuxième étape de 2020. Et puis dans la troisième étape, il y avait, on va dire,
un mur d'incertitude qui commençait à se constituer, avec notamment le retour du risque politique. Hein. Ça semble acquis aujourd'hui, mais il y avait des élections aux États-Unis en novembre qui étaient particulièrement incertaines. Il y avait des négociations relatives à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ces risques-là, ils sont par nature binaires. Hein. Notre travail à nous, gérants d'actifs, c'est pas de prendre un pari, hein, c'est pas de jeter une pièce, c'est pas de constituer des positions sur un risque qui est binaire. Et donc, on a cherché à construire des portefeuilles qui avaient, on va dire, qui étaient un peu plus équilibrés en termes de risque. Alors, c'est bien de discuter de ce qu'on a fait en 2020. Il y a peut-être des leçons à tirer de cette année-là. Alors, en termes économiques, c'est peut-être encore un petit peu tôt, hein, à ce stade pour tirer des conclusions. Il y en a quelques-unes, hein, on va dire moins de croissance à terme, plus de dettes, des réponses extrêmement importantes des banquiers centraux, des gouvernements. La fin, en tout cas pour l'instant, la mise de côté des mesures d'austérité ou de retenue en matière de déficit budgétaire. C'est des choses qui pourront évoluer, dont on va parler tout à l'heure également, mais aussi en termes de gestion, hein, il y a aussi des enseignements à en tirer. Et c'est vrai que 2020, ça a été un concentré de ce qu'il convenait de faire dans la gestion de portefeuille. C'est-à-dire mettre une gestion active, hein, comme je vous le disais, comprendre la dynamique, hein, des éléments déclencheurs, des mouvements sur les marchés financiers. Là aussi, garder un cap, hein, faire confiance à ces moteurs de performance de long terme. On a parlé de quelques valeurs sur les marchés d'actions chinois qui avaient particulièrement bien fonctionné. Donc c'est vrai sur les marchés d'actions, c'est vrai sur les marchés de taux et de crédit. Et chez Carmignac, il y a bien évidemment Pierre-Edouard, mais il y a 40 personnes, hein, qui travaillent dans les équipes de gestion et d'analyse, et qui nous permettent d'apporter une valeur ajoutée par rapport à des gestions passives ou des gestions indicielles. Et puis il fallait aussi, hein, s'il y a une autre leçon à tirer de ce qui a pu se passer en 2020, c'est qu'il faut aussi se préparer au pire, hein, même si la probabilité de survenance d'un événement est rare. Et donc il faut plutôt que d'essayer de chercher à prévoir, parce que par nature il y a des choses qu'on peut pas prévoir, il faut aussi chercher à se protéger. Donc sur ce, je vais passer la parole à Pierre-Edouard, qui lui va vous indiquer plus en détail qu'est-ce qui s'est passé dans la gestion pilotée Carmignac Grisby sur cette année 2020. Merci Kevin. Moi, je vais rebondir du coup sur ce que tu viens de dire sous l'angle de l'évolution de l'allocation des mandats de gestion pilotés. Et l'idée, ce sera de revenir un petit peu plus tard, après ta deuxième intervention, sur notre processus de prise de décision et sur la manière dont nous construisons les portefeuilles. Alors, la slide que vous avez sous les yeux montre l'évolution de notre allocation d'actifs au cours de l'année 2020. On a pris ici l'exemple du profil dynamique, mais vous retrouverez exactement les mêmes évolutions sur les deux autres profils, à savoir le prudent et équilibré, modulo l'investissement en fonds euros. Alors, si vous regardez sur le graphique de gauche, nous avons démarré l'année 2020 avec une exposition aux actions constructives. On avait autour de 68% d'actions. Et cette exposition, elle n'était pas non plus maximale pour un profil dynamique, parce que nous sortions de 3 mois très haussiers fin 2019, ce qui nous incitait à un peu de prudence à court terme. Très bien sûr, on n'a pas de boule de cristal, et clairement, à aucun moment, on avait anticipé le Covid, comme beaucoup, je pense. Et on pensait d'ailleurs même le contraire, à savoir que l'amélioration de l'économie mondiale qu'on percevait fin 2019 nécessitait un positionnement assez élevé aux actions. Par contre, ce que montre ce graphique, c'est que nous avons réagi courant mars pour réduire de manière importante les risques des portefeuilles à mesure que notre perception du risque Covid s'intensifiait. Et on l'a fait jusqu'à atteindre un minimum de 45% d'actions au plus bas sur le profil dynamique, soit plus de 20% par rapport à janvier. 20% de réduction, j'entends. C'est à peu près les 45% d'actions sur le dynamique, c'est à peu près 30% au même moment sur l'équilibré et 13% sur le prudent. Donc une vraie baisse d'exposition. Donc, lorsqu'on pense que c'est nécessaire, on ne va pas hésiter à réajuster notre scénario et à modifier nos expositions. La flexibilité, c'est vraiment une composante importante de notre façon de fonctionner et c'est essentiel selon nous dans l'environnement actuel. C'est un petit peu le message de Kevin et c'est aussi le mien ici. Ces réajustements, on les a faits pour réduire les risques, mais également au contraire pour rehausser le risque lorsque les perspectives se sont améliorées. C'est ce qu'on a fait en avril en revenant sur le marché avec un timing plutôt raisonnable, ce qui nous a permis de participer significativement au rebond, comme l'a dit Kevin. Le graphique, il illustre encore autre chose, c'est l'évolution de la répartition géographique. C'est les petites zones de couleur. Vous pouvez voir que là encore, nous avons été assez mobiles dans le temps. On avait notamment surpondéré les États-Unis par rapport à l'Europe en avril, lors du rebond, pensant que l'Europe souffrirait d'une dynamique de reprise plus lente. Et ça s'est avéré juste et ça a été très bénéfique pour les portefeuilles. Ensuite, par ailleurs, nous avons progressivement rehaussé l'exposition aux pays émergents en deuxième partie d'année,
pour afficher une claire surexposition, notamment par rapport à l'Europe, lors du dernier trimestre. Et là encore, ça a contribué positivement à la performance. Donc au final, cette flexibilité de l'allocation globale, associée à des thématiques sectorielles adaptées dans les différents fonds sous-jacents, c'est ce dont Kevin a parlé, la technologie, la santé notamment, ça nous a permis de générer des très bonnes performances en 2020 pour les 3 profils de gestion pilotée, avec 5,8%, plus 10% et plus 15% respectivement pour les profils prudents, équilibrés, dynamiques. C'est ce que vous voyez à droite de votre écran. Et ça, c'est à mettre en parallèle à titre indicatif des performances de moins 1,9% pour les actions européennes et plus 6,6% pour les actions mondiales en euros. J'ai repassé la parole à Kevin. Excuse-moi, Pierre-Édouard, sachant que vous avez été effectivement sympathique de ne pas indiquer la performance du CAC 40 sur la même période, qui est de moins 7%. Exactement, tout à fait. Je vais repasser maintenant la parole à Kevin qui va vous parler de nos perspectives macroéconomiques pour 2021. Merci Pierre-Édouard. Alors je vois dans le petit onglet sur la droite, il y a quelques questions sur les marchés émergents. Bien évidemment, c'est des sujets qu'on va couvrir de ce fait. C'est vrai que avant ça, donc ce qu'on va faire là pour les prochaines 5-10 minutes, c'est de vous présenter bien quel est le contexte économique qu'on anticipe chez Carmignac, et dans ce contexte-là, et bien quelle stratégie on met en œuvre et qu'est-ce qu'on privilégie sur les marchés financiers pour générer de la performance dans cet environnement-là. Donc c'est vrai que sur le front macroéconomique, ce qui semble largement acquis, c'est que en 2021, on devrait voir un très fort rebond de la croissance. Ça peut sembler, on va dire, surprenant, étonnant quand on a la tête dans le guidon et qu'on voit qu'on est encore, on va dire, largement, en tout cas en France, contraint par des mesures de restriction de mobilité, mais on devrait bien voir en 2021 un fort rebond après la forte contraction de l'économie mondiale l'année dernière. Et comme principaux moteurs de cette reprise, qu'est-ce qui va porter ce redressement économique? Il y a bien sûr les mesures de stimulus budgétaire, les mesures de stimulus monétaire qui sont extrêmement conséquentes. Voilà, il y a des chiffres qui peuvent faire un peu tourner la tête parfois, mais pour vous donner un ordre d'idée, il y a là aujourd'hui, début février, 20% de dollars en circulation en plus par rapport à il y a un an. Donc ça, c'est des mesures qui ont été extrêmement importantes. Ces mesures-là, eh bien, qu'est-ce qu'elles ont eu comme conséquence? Eh bien, elles ont eu notamment comme conséquence une forte hausse, par exemple, des taux d'épargne, parce que, eh bien, typiquement, on n'a pas pu dépenser, ou le citoyen américain n'a pas pu dépenser ce qui lui a été envoyé par l'État américain. Donc, ça s'est retrouvé dans certains investissements financiers, mais ça n'a pas encore été dépensé. Et donc, cette normalisation du taux d'épargne des ménages, avec la levée progressive des restrictions sanitaires, ça aussi, ça devrait porter l'économie mondiale et les différentes économies. Et puis d'autre part, il y a aussi les entreprises qui devraient elles aussi bénéficier évidemment de ce retour des consommateurs et de la réouverture des chaînes de production de par le monde. Donc, on va dire, on peut raisonnablement espérer que le pire est derrière nous et qu'après cette année 2020 qui a été marquée par une pandémie, une mise sous cloche généralisée, qui a produit une récession extrêmement conséquente, eh bien cette année 2021, ce sera bien l'année des vaccins, de la liberté retrouvée, on l'espère rapidement, et d'une reprise économique. Alors, pour autant, cette reprise-là, elle ne devrait pas être uniforme, ça ne devrait pas être une ligne droite. Alors, sur le front de l'épidémie, je suis désolé de vous assommer un petit peu avec ça, et j'ai pas plus de valeur ajoutée par rapport à ce que peuvent dire de certains journalistes ou politiques, mais il y a quand même des choses qui interpellent. C'est qu'on a aussi des vraies différences, c'est-à-dire entre ce qui se passe aux États-Unis, il y a des stratégies, des politiques vaccinales qui sont extrêmement, on va dire, agressives. Il est anticipé qu'aux États-Unis, d'ici l'été, on va dire la grande majorité des citoyens américains soient vaccinés. D'autres pays qui ont même des stratégies encore plus agressives, comme le Royaume-Uni, comme Israël, où là on pourrait même voir ça d'ici la fin
d'ici la fin du printemps. Et puis à l'opposé de ça, il y a des pays comme l'Australie ou le Japon où là où il y a pas les politiques de vaccination n'ont même pas débuté aujourd'hui. Donc ça quand même, ça interpelle parce qu'il y a une vraie divergence et donc il faut là aussi bien mettre en place, on va dire, une gestion différenciée, hein, comme le disait tout à l'heure Pierre-Edouard, entre où est-ce qu'on va investir sur les marchés d'actions européens, américains ou émergents. Donc ça, c'est une première chose qui interpelle. La deuxième, c'est que, eh bien oui, il y a quand même une vraie différence entre la résolution progressive de la source de la crise sanitaire et puis la résolution de la crise économique en tant que telle. Donc là aussi, il faut faire, on va dire, particulièrement attention à comment est-ce qu'on investit sur les marchés financiers. Et puis sur un domaine, alors là pour le coup, qui est plus de notre compétence, hein, à savoir la croissance économique, bah, là aussi cette reprise, elle devrait pas être uniforme. À la fois, on va dire dans le temps, hein, parce que eh bien on vit encore aujourd'hui, il y a encore des mesures de restriction de mobilité extrêmement fortes qui sont mises en place. Ça devrait perdurer plus ou moins longtemps en fonction des régions. Et puis, ben, une fois que ces mesures de restriction-là seront levées, ben là, on devrait voir un rebond qui sera particulièrement important. Et puis ensuite, bah, dans l'espace aussi, hein, cette croissance, elle devrait être désynchronisée. C'est-à-dire que ce qui nous a touché globalement sur 2020, c'était que toutes les économies mondiales ont été plus ou moins fermées en même temps. Eh bien, ce qu'on a vu, ce qu'on peut anticiper en 2021, c'est que toutes les économies, elles vont pas rebondir en même temps. Hein. Aux États-Unis, par exemple, eh bien, la reprise, elle devrait être extrêmement conséquente. Hein. Pourquoi ? Parce que, eh bien, je vous le disais, ce taux d'épargne, il est particulièrement élevé aux États-Unis. Hein. Il est de l'ordre, aussi pour vous donner quelques chiffres, il est de l'ordre de 13%. Alors 13%, ça veut dire quoi en tant que tel ? Bah, 13%, c'est le niveau d'épargne le plus élevé sur les 40 dernières années. Ça vous donne là aussi bien le potentiel de soutien de l'économie une fois que cette épargne-là commence à être un peu déployée, une fois que les économies sont réouvertes. Et puis il y a aussi des plans de mesure, hein, des plans de soutien qui sont extrêmement conséquents hein, aux États-Unis. En Europe, on en a beaucoup parlé à l'été dernier avec des plans de soutien européens. C'est on va dire le déploiement de ces plans de soutien européens, ils sont toujours pas effectifs aujourd'hui. Hein. Aux États-Unis, on va déployer un 4e, un 5e plan de relance potentiellement sur 2021. Donc ça devrait clairement porter la reprise économique aux États-Unis et relativement rapidement. Dans les pays émergents, bien c'est plus difficile d'en parler comme d'un ensemble homogène, mais là aussi, hein, la Chine, eh bien pendant la crise, elle a gagné des parts de marché. Hein, on va dire, elle s'en est relativement bien sortie. Et pourquoi ? Parce que c'était la première touchée, comme on l'a dit. Ça a aussi été la première économie à sortir de cette crise sanitaire. Et donc, c'était littéralement le seul endroit, le seul pays qui était ouvert et donc qui pouvait répondre à la demande mondiale quand les autres économies étaient elles littéralement fermées du fait du confinement. Et donc là aussi, on va dire le contexte économique en Chine, dans Chine et dans les pays asiatiques globalement, bah, il devrait continuer à être favorable. Ce qui a porté l'économie chinoise en 2020, eh bien, c'est surtout le secteur manufacturier hein, pour répondre à cette demande, à cette forte hausse des exportations. Ce qui devrait porter la croissance chinoise cette année, eh bien, c'est plutôt les secteurs des services. Et en Chine, eh bien voilà, c'est aussi si on doit grader ça dans le temps, la Chine a vraisemblablement environ, on va dire, 1 an d'avance sur le reste du monde. Donc elle va continuer à croître, mais à un rythme, on va dire, qui va être de moins en moins important. Et alors en Europe, là, c'est, j'en suis désolé. Alors c'est vrai que si les chiffres économiques au 4e trimestre de 2020, ils étaient pas si mauvais que ça, en tout cas moins mauvais que ce qu'on pouvait anticiper en France, en Allemagne, en Espagne, et ça en dépit des mesures de restriction de mobilité. Eh bien, le rythme de vaccination, il reste quand même extrêmement lent hein, en Europe. Et ça veut dire que eh bien, la reprise européenne, elle va encore être retardée par rapport aux États-Unis. Elle le serait d'autant plus, notamment parce qu'il y a quand même beaucoup de ces économies européennes qui sont relativement dépendantes de la saison touristique. Et là aussi, elles pourraient être abîmées par les mesures de distanciation sociale. Donc, voilà.
on va dire contre-intuitivement, 2021, ça pourrait être une année qui serait, on va dire, beaucoup plus complexe pour les marchés financiers que ce qui semble être généralement admis. Hein. Donc on l'a dit, avec cette désynchronisation possible, bien évidemment le risque que cette pandémie perdure, et puis aussi parce que, eh bien, Pierre-Edouard montrait les chiffres de performance pour 2020. On a aussi des marchés d'actions qui sont en hausse cette année, et on a vu un mouvement de rebond qui a été quand même extrêmement rapide à court terme, et donc des facteurs techniques qui, on va dire, poussent à une certaine retenue. Il y avait un sous-investissement, une sous-détention extrêmement significative sur les actions qui prévalait encore il y a quelques mois. Ça commence à être corrigé, donc il y a encore de la place, mais on va dire de moins en moins, et puis des attentes, des anticipations de résultats, de publication des entreprises, des niveaux de valorisation, de cherté des marchés, qui sont là aussi bien remontés. Les marchés, on va dire, étant dans l'anticipation, anticipant, on va dire, la lumière au bout du tunnel. Et encore une fois, on n'y est pas encore, donc il faut maintenant, eh bien, que ce qu'on appelle les fondamentaux, macroéconomiques, microéconomiques, les résultats des entreprises, eh bien, rattrapent un petit peu ces anticipations des marchés financiers. Et puis, il y a quand même eu d'autres facteurs en 2020, et on pourra y répondre si vous avez des questions tout à l'heure. C'est vrai que 2020, on a vu aussi cette explosion des bilans des banques centrales, des déficits publics qui ont été très largement, on va dire, monétisés, achetés par les banquiers centraux. Alors ça n'a pas posé de problème sur des pressions inflationnistes pour le moment. Ça ne devrait pas en poser pour les, on va dire, trimestres à venir, parce que il y a encore une incertitude économique extrêmement forte qui prévaut. Mais on pourrait voir à terme, eh bien, un risque de surchauffe, si eh bien, les marchés anticipaient une maîtrise très forte du Covid, des mesures de stimulus qui continuent à être extrêmement importantes, et ça pourrait poser des questions, parce que ça pourrait faire remonter, par exemple, les taux d'intérêt, et ça freinerait la croissance, et ça viendrait appuyer sur les marchés financiers qui ont largement, on va dire, bénéficié de cet environnement de taux bas. Donc dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on investit sur les marchés? Alors sur les marchés obligataires, on va dire il y a trois principaux thèmes pour nous qui sont essentiellement liés, eh bien, au marché de la dette des entreprises. Donc, on va faire du portage obligataire, on va prêter à des entreprises. Vous en avez quelques exemples ici. Il y a de moins en moins d'entreprises auxquelles on peut prêter en ayant, on va dire, des rendements qui sont relativement attractifs, autour de 5%. Donc là aussi, il faut être particulièrement sélectif. Sur les marchés de la dette d'État, on est beaucoup plus prudent parce qu'on est beaucoup moins bien payé pour investir sur ces marchés-là, et voire même on pourrait voir des remontées de taux d'intérêt. Et puis, donc ça, c'est sur les marchés obligataires. Sur les marchés d'actions, eh bien, qu'est-ce qu'on apprécie? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, les anticipations de résultats des entreprises, elles sont remontées relativement fortement. Dans ce contexte, on va dire, on est relativement prudent, et donc on va plutôt avoir tendance à vendre, à rester à l'écart des valeurs qui sont trop fortement valorisées. On a pris des profits sur certaines de ces valeurs-là, notamment celles qui ont particulièrement bénéficié de cet environnement du Covid. Par contre, là où on voit de la valeur, on va dire à moyen terme, eh bien, c'est bien sur ces thématiques de gestion de long terme. On essaye de ne pas être trop dépendant de la croissance économique. Donc, on investit sur des thématiques de gestion. Vous voyez là, ici, la digitalisation, les évolutions démographiques, l'accélération technologique, le changement climatique, qui vont des thématiques de gestion qui vont, bon an mal an, bien se comporter, quel que soit, on va dire, l'environnement de croissance économique. Si on prend par exemple l'évolution des changements démographiques, oui, le fait qu'il y ait d'ici 4 à 5 ans 250 millions de Chinois qui aient plus de 65 ans, ça veut dire un marché final pour les sociétés du secteur de la santé en Chine, par exemple, qui devrait continuer à très bien, en tout cas, qui devrait être extrêmement porteur dans les années à venir. Et ça, encore une fois, ça se retrouve dans nos fonds, dans des fonds comme Carmignac Investissement ou Carmignac Patrimoine, avec par exemple un secteur de la santé qui représente entre 12 et 15% de nos investissements sur les actions, secteur de la consommation, là aussi, par exemple la consommation en ligne,
qui est une forme de premiumisation des consommateurs. Et là aussi, le secteur de la consommation représente entre 15 et 17% de nos investissements sur ces marchés d'actions. Donc ça, on va dire, c'est la vision plus à moyen long terme. À plus court terme, il y a aussi, on va dire, des opportunités, et notamment à chercher à s'exposer ou à bénéficier de la réouverture des économies. Alors, on va dire le candidat idéal, ça semble être le secteur du tourisme. On vous en a cité quelques exemples ici, qui va petit à petit réouvrir. Alors, c'est une façon de s'y exposer, mais il y a d'autres secteurs qui semblent être, on va dire, peut-être un peu moins intuitifs. Le secteur de la santé, par exemple, avec les mises en place de confinement, on a eu une forte baisse du nombre des actes chirurgicaux dans les hôpitaux, parce que la priorité était donnée aux malades du Covid. Et bien voilà, avec on va dire, un nombre grandissant de citoyens qui sont vaccinés, eh bien les actes chirurgicaux plus traditionnels vont pouvoir répondre. Et donc là, on investit sur des sociétés, par exemple, de technologie médicale, qui, par exemple, font des robots pour assister assister les chirurgiens dans leurs actes opératoires. Donc ça aussi, ça veut dire que c'est des valeurs qui vont en bénéficier. Pareil sur le secteur financier. Il y avait, par exemple, des sociétés, tout ce qui était paiement Internet, qui avaient extrêmement bien fonctionné et qui ont extrêmement bien fonctionné en 2020. Avec la réouverture des économies, des sociétés comme Mastercard ou comme Worldline, qui là aussi s'occupent de transactions et de paiements, mais qui sont plus exposés à la réouverture des magasins, ou sur Mastercard sur des transactions entre différents pays, qui là aussi devraient reprendre avec la réouverture graduelle des économies. Donc avant de passer la parole à Pierre-Edouard, il y a aussi un marché sur lequel on voit beaucoup de valeurs. Il y avait une question à ce sujet-là, c'est notamment sur les marchés émergents. Et c'est vrai que les marchés émergents, ils présentent un attrait particulier aujourd'hui, d'une part en termes de fondamentaux économiques. Certaines régions, on l'a dit tout à l'heure, sont sorties renforcées par rapport à des pays développés, donc typiquement la Chine, mais aussi Taïwan, mais aussi la Corée. Les marchés émergents sont aussi des marchés qui ont eu tendance à sous-performer ces dernières années, à délivrer des performances bien en deçà de celles des marchés développés. Là aussi, à titre d'illustration, un indice d'actions émergentes sur les 10 dernières années, ça délivre une performance de l'ordre de 20%. Un marché développé, ça délivre une performance sur les 10 dernières années plutôt autour de 95%. Donc il y a et des bonnes raisons, on va dire fondamentales, et des bonnes raisons plus basées sur les critères de valorisation pour s'exposer à ces marchés émergents. On vous a listé par exemple ici deux valeurs coréennes dans l'industrie, Hyundai, donc le fabricant de véhicules auto, et puis LG Chemical, qui lui fabrique des batteries qui servent notamment par exemple pour les véhicules électriques. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon je vais dépasser le chrono, et je vais passer la parole à Pierre-Edouard pour qu'il vous détaille plus ce qu'il fait dans le cadre de la gestion pilotée. Merci Kevin. Alors, avant de rentrer dans les détails de la composition actuelle des portefeuilles, on finira par ça, j'aimerais vous parler de la manière dont nous construisons concrètement la gestion pilotée pour Grisby. Kevin vous a mentionné un certain nombre de vues de marché, un certain nombre de stratégies. Toutes ces stratégies sont déclinées chez Carmignac dans une vingtaine de fonds spécialisés. Et on peut voir ces spécialisations comme des briques ou des blocs, finalement. Et ces blocs, ils vont chacun avoir des objectifs différents, des thématiques différentes et des niveaux de risque différents. Ça va être par exemple Carmignac Émergent, qui est un fonds pure action émergente. On va avoir Carmignac Grande Europe, qui investit uniquement en actions émergentes. Et sur la partie obligataire, par exemple, on va avoir Carmignac Crédit, qui lui investit uniquement sur la dette d'entreprise. Donc notre job, et mon job en gestion pilotée, ça va être, à partir de ces différents blocs, de construire pour vous une allocation globale bien équilibrée, qui est adaptée à votre profil de risque. Et on va arbitrer entre ces blocs dans le temps en fonction de nos vues, de nos perspectives et des risques. Alors, ce processus de gestion, on l'a résumé en 3 étapes, c'est la slide que vous avez sous les yeux. La détermination du niveau de risque dans le temps, première étape. Ensuite, sélection et allocation des stratégies Carmignac. Et on finit par la construction du portefeuille final. La première étape, qui est extrêmement importante, c'est la détermination du niveau de risque. Et en particulier, le pourcentage d'actions qu'on souhaite mettre dans le portefeuille à un instant T. On vous l'a dit plus tôt, il est nécessaire d'être flexible dans l'environnement actuel, et donc on va appuyer plus ou moins fort sur l'accélérateur en fonction de l'environnement de marché. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on détermine ce niveau de risque dans les portefeuilles? Pour ça, nous, notre manière de procéder, c'est qu'on a construit un tableau de bord composé de 6 grands critères, c'est la slide suivante. Et ces 6 grands critères, Kevin, je ne sais pas si tu peux basculer sur la slide d'après, s'il te plaît. Merci.
Et ces 6 grands critères, ils vont nous permettre de structurer finalement notre processus de prise de décision, d'avoir un raisonnement qui va être constant dans le temps. Alors, ils sont soit d'ordre fondamental, ça va être les fondamentaux macroéconomiques, ça va être où est-ce qu'on est dans le cycle, c'est le petit bloc en bas à gauche, ça va être les fondamentaux des entreprises aussi, quels sont les niveaux de valorisation, les perspectives des résultats. Et ça peut être aussi des critères qui relèvent de la psychologie des marchés. Les marchés, ce n'est pas uniquement du fondamental, mais c'est aussi de la psychologie. Et donc là, on va parler de sentiment des investisseurs, on va parler d'analyse graphique. Et on va compléter tout ça par un raisonnement discrétionnaire, c'est-à-dire issu de notre jugement, c'est-à-dire qu'on va venir ajouter un certain nombre d'éléments qui ne seraient pas inclus dans les différents critères que je viens de vous évoquer. Par exemple, un événement politique soudain ou une tendance structurelle de fond qui ne serait pas reflétée par ailleurs. Et donc, pour chacun de ces critères, on va déterminer si le critère est positif, négatif ou neutre pour les marchés actifs risqués à un instant T. Et l'agrégation de ces critères va nous permettre de déterminer un niveau de risque que nous, on va estimer entre 0 et 100%, une sorte de compteur de vitesse, si vous voulez. C'est ce que vous voyez au milieu de la slide. 100% étant le niveau maximum qui indique que nous sommes très confiants sur l'environnement, et 0% étant le minimum à l'opposé, qui indique que nous sommes très défensifs. Et c'est ce niveau de risque que nous allons appliquer dans les mandats en fonction de leurs contraintes respectives. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Ce que vous voyez sur la slide à gauche de votre écran, c'est notre tableau de bord à début février. Le cycle économique, comme l'a évoqué Kevin, devrait connaître un fort rebond de la croissance cette année. Donc ça, c'est plutôt positif pour les marchés d'actifs risqués, et notamment pour les actions. Donc notre critère ici va être positif. Sur la question des valorisations et des fondamentaux actions, on observe des niveaux de valorisation élevés, notamment sur le marché américain qui paye à l'heure actuelle 22 fois les bénéfices anticipés. Donc c'est un vrai élément de risque. Mais pour l'instant, il nous semble quand même compensé par des anticipations de résultats en hausse pour 2021, d'où un critère global qui va être neutre. Ensuite, sur les aspects un peu plus techniques, le sentiment des investisseurs, lui, il reste assez positif, avec un niveau de confiance important des investisseurs après une année 2019 qui a été très compliquée, très dépréciée. Mais par contre, ce qui va nous inquiéter un petit peu plus, Kevin l'a mentionné, c'est le niveau de positionnement, le niveau d'action moyen des investisseurs dans leur portefeuille en ce moment. Ça nous incite à un peu de méfiance parce que c'est historiquement un facteur de risque. Néanmoins, on considère que l'appétit des marchés demeure un facteur globalement de support, d'où un critère positif. Ensuite, sur les aspects analyse technique, Kevin l'a mentionné, les marchés mondiaux sont revenus quand même sur des valeurs relativement élevées, notamment sur le marché américain ou sur le marché chinois. Et l'étude des tendances et des points de retournement nous incite quand même à un petit peu de prudence. Et donc ça, on va en tenir compte dans notre 4e critère en appliquant une vue neutre. Ensuite, sur les critères discrétionnaires, donc notre jugement, on était positif en fin d'année dernière et nous sommes passés négatifs début janvier. Pourquoi ? Eh bien, parce que comme le disait Kevin plus tôt, les tensions à court terme nous incitent quand même à de la prudence et ces éléments de risque ne sont pas totalement reflétés dans les critères précédents. Finalement, le dernier point, c'est la vue maison, c'est ce qu'on appelle les vues du comité d'investissement stratégique. Le comité d'investissement stratégique, il est composé d'Édouard Carmignac et des principaux responsables d'équipe. Il est chargé de donner sa vision, en fait, et de faire l'agrégation de ce qui s'est dit dans la semaine au sein de la gestion. Et donc, le comité stratégique, lui, il a une vue plutôt en ligne avec le reste de nos critères, ce qui se traduit par une vue assez positive, légèrement constructive sur les actions. Et tout ça va nous donner finalement un niveau de risque global de 74%, c'est ce que vous voyez au centre de votre écran. Et on va traduire ça par des expositions de 22, 51 et 74% respectivement sur les 3 profils, du prudent au dynamique. Alors maintenant, la deuxième étape essentielle, c'est la sélection des titres. On a déterminé notre niveau de risque, le niveau d'action qu'on souhaite dans le portefeuille. On va passer à la construction à proprement parler de l'allocation. Et comme vous l'avez compris, la sélection des titres, elle va se passer au sein de l'univers Carmignac. L'univers Carmignac, c'est la somme d'une vingtaine de stratégies, stratégie action, stratégie obligataire, stratégie mix. C'est ce que vous pouvez voir sur la gauche de votre écran. Et ces stratégies, nous, on les connaît très bien. Et c'est l'un des avantages de passer par une gestion pilotée Carmignac, c'est qu'on investit dans nos propres fonds, donc on a la transparence en permanence sur tous les investissements de chacune de ces stratégies. Ce qui veut dire que quand on va composer vos portefeuilles, on va sélectionner une combinaison de ces stratégies, de ces blocs, et on aura une précision totale sur la composition de vos mandats. Le deuxième point sur cette slide, c'est que la gamme Carmignac, elle est aussi globale. Donc déjà d'un point de vue géographique. Vous pouvez voir au milieu de la slide qu'on est investi un petit peu partout dans le monde. Et ça, c'est une vraie caractéristique de Carmignac par rapport à d'autres maisons de gestion, qui sont parfois, notamment sur la place française, un peu plus focalisées sur l'Europe. Donc diversification d'un point de vue géographique, mais aussi en termes de classe d'actifs. Comme vous le voyez sur la droite,
Nous avons des stratégies actions sur les grandes capitalisations, sur les petites capitalisations, des stratégies de matières premières, des stratégies obligataires, de la dette émergente, de la dette d'entreprise, et on a même des stratégies alternatives qui viennent apporter de la diversification. Donc tout ça va nous permettre, en tant que gérant piloté, de mettre en place une allocation d'actifs cohérente, bien diversifiée, qui va être capable de refléter nos vues et nos perspectives du moment. Alors la slide suivante, la slide que vous avez sous les yeux, c'est une sorte de synthèse. Ce qu'on a, si on récapitule, on a un niveau d'exposition aux actions qu'on vient de définir, on a des vues de marché sur les régions et sur les secteurs, on a des contraintes pour chacun des mandats, et tout ça, ça va nous permettre de constituer un portefeuille que j'ai appelé portefeuille intermédiaire sur la slide. Pourquoi intermédiaire? Parce qu'on va encore procéder à un certain nombre de simulations et de calculs de risque afin d'être sûr que le portefeuille tient la route et est cohérent. Et une fois que tout ça est validé, on va communiquer les allocations à Grisby et à Suravenir afin qu'ils procèdent à la mise en place du portefeuille pour vous. Maintenant, pour finir, retournons un petit peu dans le concret avec le positionnement actuel des mandats. On vous a affiché les 3 mandats de gestion pilotée que nous gérons pour Grisby. À l'heure actuelle, le mandat prudent affiche une exposition aux actions de 22%, le mandat équilibré 51% et le mandat dynamique de 74%. C'est en bas de votre écran. Ces pourcentages, c'est aussi ce qu'on a vu tout à l'heure avec le tableau de bord à début février. Ces pourcentages reflètent donc une vue constructive à moyen terme avec une poursuite du rebond de la croissance mondiale, avec des banques centrales qui resteront en soutien, comme l'a dit Kevin, mais avec des expositions aussi toujours assez loin des maximums, car des risques existent à court terme. Et donc, on s'attend à une année assez challenging encore, peut-être pas comme en 2020, mais compliquée quand même. Donc, on reste vigilant et on se donnera la possibilité de réduire le pourcentage d'actions assez significativement, si nécessaire, comme on l'a fait en mars dernier. En termes de composition de portefeuille, ce que vous pouvez voir sur l'écran, dans les petits camemberts, la part en bleu, ça représente la part d'action. La part en gris, c'est la part d'obligation et la part en rose, c'est le pourcentage de fonds en euros. En termes géographiques, vous voyez que nous surpondérons le marché américain. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que c'est le marché directeur mondial, donc on aime en avoir un poids conséquent. Et ensuite, on pense que les États-Unis resteront l'une des régions les plus dynamiques en termes de croissance, Kevin l'a mentionné, notamment grâce aux impulsions fiscales du clan Biden. Et ensuite, eh bien, parce que c'est dans cette zone qu'on retrouve le plus des thématiques que l'on aime et que vous pouvez retrouver à droite de l'écran. Vous remarquez également sur le camembert que nous surpondérons les pays émergents au détriment de l'Europe. Là encore, Kevin en a déjà parlé. Nous pensons que la reprise de l'économie mondiale combinée à l'affaiblissement du billet vert va continuer à soutenir les actions émergentes. Et en plus de ça, une part importante finalement de notre exposition émergente est localisée sur la Chine. Et en particulier sur le marché domestique chinois, sur des valeurs assez peu dépendantes des exportations à l'étranger. Ce qui nous rend finalement assez confortable en termes de construction de portefeuille, parce que nous pensons que cette partie du portefeuille est finalement moins vulnérable à ce qui se passe sur le front du Covid que dans le reste du monde. Et c'est ce qu'on a vu en 2020 avec une forte résilience de l'Asie de l'Est et de la Chine. On pense que ça devrait continuer en 2021 et au moins sur le premier semestre. Donc ensuite, je ne vais pas revenir sur les secteurs et les thématiques qu'on surpondère, elles sont à droite de l'écran, Kevin les a déjà évoquées, mais ces thématiques, je voulais ajouter qu'on va les chercher quelle que soit la zone, dans les pays émergents et en Chine, en Europe, aux États-Unis. Parce qu'on pense que dans un environnement de croissance faible, et c'est notre hypothèse pour les années à venir, ces sociétés seront capables de générer de la croissance là où les autres valeurs auront beaucoup plus de mal à le faire. Donc, ça reste une surpondération forte et assez structurelle. Finalement, sur la partie obligataire, vous remarquerez que le pourcentage de dette d'entreprise représente la moitié du portefeuille obligataire, ce qui est une surpondération assez importante quand même au regard des allocations un peu plus classiques. Et on pense en effet que dans l'environnement de taux bas actuel, la recherche de rendement nécessite de monter un petit peu plus en risque et donc de se tourner notamment vers la dette d'entreprise au détriment de la dette gouvernementale, en particulier des pays développés. Et bien que les gains ont été forts en 2020 sur le segment de la dette d'entreprise, on pense qu'il reste quand même des perspectives de rendement et avec des risques limités tant que le soutien massif des banques centrales perdure. Donc en résumé, on conserve un niveau de risque globalement constructif sur la gestion pilotée, mais nous sommes également conscients des risques potentiels autour de notre scénario de base. Et c'est ce qui nous a conduit à conserver des portefeuilles bien équilibrés, avec un poids sur les actifs cycliques aussi qui reste encore assez modéré. Et bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, on se tient prêt à être flexible si la situation l'exige. Parfait. Merci, un grand merci Kevin et Pierre-Édouard pour cet éclairage. Alors, on a eu au cours de vos interventions
un certain nombre de questions. Ce qu'on peut retenir déjà en quelques mots, c'est effectivement cette année va être encore va pas être simple, mais il va y avoir un certain nombre d'opportunités. Il faut savoir être flexible, comme tu le disais à l'instant, Pierre-Édouard, et puis savoir gérer de manière différenciée, désynchronisée. Donc, c'est vrai que tout l'intérêt de la gestion active, et on la comprend bien à travers vos présentations et puis l'évolution du contexte qu'on rencontre aujourd'hui et au cours des prochaines semaines et prochains mois. Il y a certaines questions. Déjà, je remercie tous les participants qui nous ont suivis et qui ont posé des questions. Il y a des questions autour de l'accessibilité à notre contrat GRIS-BV. En quelques mots, très simplement, on peut souscrire un contrat GRIS-BV à partir de 1 000 € en gestion libre ou en gestion pilotée. Donc, c'est 1 000 € pour les deux cas. Et les frais de gestion annuelle sont de 0,8% sur la part UC en gestion pilotée. Sinon, c'est 0,6%. Donc, on est sur des frais très limité, il n'y a pas de frais à l'entrée, il n'y a pas de frais de versement, pas de frais d'arbitrage, pas de frais de sortie, donc vraiment des conditions extrêmement attractives sur GRIS-BV. Étienne l'évoquait également en début d'intervention. On a eu quelques questions, là on a dépassé de quelques instants, donc on a essayé effectivement de répondre à certaines de vos questions au fil de l'eau. J'ai vu qu'il y avait des questions autour notamment comment dirais-je, d'une réduction des liquidités injectées par les banques centrales qui pourraient intervenir prochainement avec un impact à la baisse sur les marchés actions. Est-ce que ça peut se produire? Est-ce que si c'est le cas, ça a déjà été anticipé? Kevin, je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Bien sûr. C'est vrai que c'est on va dire un phénomène qui est un peu classique. On va dire il y a des mesures de stimulus monétaire qui sont mises en place, donc des banquiers centraux qui baissent les taux, qui injectent beaucoup de liquidités. Suite à ça, ça aide notamment à une reprise économique. Et une fois qu'il y a cette reprise économique, eh bien, on va dire il y a un retrait de ces liquidités, puis une hausse de taux. Donc, on va dire ça, c'est un phénomène relativement classique. Est-ce que c'est ce qu'on anticipe pour cette année? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des changements relativement importants qui ont été mis en place, notamment des changements de politique de banque centrale. Je suis désolé si je rentre un peu dans des termes techniques, notamment la Réserve fédérale américaine, donc la banque centrale américaine, qui en septembre de 2020 a indiqué qu'elle laisserait l'inflation, ça fait partie de son mandat, donc elle laisserait, on va dire, l'économie partir un peu plus en surchauffe avant de procéder à une normalisation, donc à un retrait de ses liquidités ou une remontée de ses taux. Donc ça, c'est le cadre et c'est pour ça qu'on n'anticipe pas tout de suite. Je le disais tout à l'heure en préambule, sur cette reprise économique, un des risques, on va dire, à cette reprise économique, c'est bien qu'il y ait des poussées inflationnistes et des poussées inflationnistes plus rapidement que ce qui est anticipé par le marché. Et c'est aussi pour ça, dans nos portefeuilles, comme le disait Pierre-Édouard, qu'on a, on va dire, une certaine prudence également. C'est parce que, en effet, si on devait voir ces taux d'intérêt remonter, vu que, on va dire, les marchés sont pas du tout préparés à ça, ça amènerait une période de volatilité. Donc on n'est pas du tout, on va dire, naïf et candide. Pour autant, c'est pas du tout, on va dire, notre scénario de base. Et j'ajouterais d'ailleurs que le Covid, d'une certaine manière, ça va être un petit peu paradoxal et voire risible, mais c'est un petit peu un mal pour un bien dans les marchés actuels. C'est-à-dire que tant que la situation n'est pas résolue et que l'épidémie reste très active, les banques centrales, comme les gouvernements, sont obligés d'injecter énormément d'argent dans le système. Ils sont un petit peu pris à leur propre jeu. Elles en ont trop fait pour s'arrêter maintenant. Donc, on va dire, tant qu'il n'y a pas d'amélioration vraiment franche sur le front de l'épidémie, il va certainement y en avoir via les vaccins, etc. Mais on n'y est pas encore. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est une sorte de garant par rapport à cet activisme des institutions monétaires. Très bien. On va terminer avec une ou deux questions parce que là, effectivement, le temps passe. Tout est passionnant, mais effectivement, on va bientôt arrêter. Une question autour de la répartition US et Chine. Un des participants, et je le remercie, a noté qu'il y avait une répartition plus favorable pour les US de manière très significative par rapport à la Chine, et il se demande si une répartition 50-50 ne serait pas préférable. Je ne sais pas ce que vous pouvez en dire.
Pierre-Edouard, tu me dis si tu veux répondre. Moi, je peux répondre. Enfin, Ouais, alors il y a plusieurs éléments de réponse, hein. Il y a les éléments qui concernent vraiment les vues et notre vision. Nous, comme l'a dit Kevin et comme je l'ai rappelé, la Chine, ça reste clairement une thématique qu'on aime beaucoup. Donc on en a quand même beaucoup dans les portefeuilles au sens où c'est à peu près, je dirais, ça doit être 3/4 de notre exposition émergente, qui est, je vous le rappelle, la deuxième exposition dans nos mandats après les US. Et ensuite, il y a quand même un raisonnement d'allocation d'actifs global aussi. Et c'est aussi là-dessus qu'on essaye d'être cohérent sur une gestion pilotée. C'est qu'on n'a pas envie de faire des grands écarts trop importants en se disant on joue tout sur la Chine. De la même manière que jouer tout sur les actions ou jouer tout sur la partie obligataire, c'est aussi, j'ai envie de dire, potentiellement une mauvaise gestion des risques, au sens où on ne sait pas de quoi demain sera fait. On a vu le Covid, c'est arrivé, personne n'avait anticipé. Donc, c'est toujours important, si vous voulez, de conserver une bonne répartition entre les différentes zones. Et c'est vrai que les États-Unis, nous, on aime bien, parce que comme je le rappelais, il y a beaucoup de thématiques qu'on aime sur ce marché, notamment tout ce qui est digitalisation. Mais après, c'est aussi un marché qui est historiquement très, très dynamique, qui a une capacité de rebond beaucoup plus importante que les autres marchés. Donc voilà, on essaye de se focaliser pas totalement sur la macro. Les US, au niveau d'épidémie, c'est pas la joie non plus, hein. Mais la macro, c'est, comme je le disais, le fondamental, c'est pas l'unique paramètre dans la gestion d'un portefeuille. Et donc voilà, on aime quand même avoir des allocations bien équilibrées. Et si je peux compléter, Pierre-Edouard le disait tout à l'heure, c'est vrai que on va dire contre-intuitivement un petit peu aussi, c'est-à-dire que tant que l'épidémie est là, eh bien oui, il y a des mesures de soutien qui sont extrêmement fortes, et des autorités monétaires, et des autorités budgétaires. L'endroit où ça va le mieux en termes économiques, eh bien c'est bien en Chine, et donc l'endroit où il y a, on va dire, la probabilité qu'il y en ait un petit peu moins qui soit fait en termes de relance économique et de relance monétaire, eh bien c'est donc en Chine, et donc il faut quand même être aussi un peu prudent sur la façon dont on s'expose aux actions chinoises. Il faut aussi avoir en tête le parcours passé, c'est-à-dire que avoir 50% d'exposition à la Chine, d'exposition extrêmement significative à la Chine, c'est ce qu'il fallait avoir il y a un an en fait, parce que encore une fois, les actions chinoises, hein, si je prends un indice, ça délivre une performance qui est de l'ordre de 40-50% en fonction des indices. Donc bien au-delà des indices d'actions américaines ou des indices d'actions européennes a fortiori. Et notre travail, c'est aussi de faire ça, c'est aussi de prendre en compte qu'est-ce qu'on anticipe et surtout qu'est-ce qui est anticipé par le marché. C'est-à-dire pas tout d'avoir un scénario économique, il faut aussi voir est-ce que ça c'est anticipé par les marchés. Et aujourd'hui, il y a sans doute, on va dire, Pierre-Edouard a très bien fait dans le cadre de sa gestion d'avoir une allocation significative aux actions chinoises sur l'année dernière, et aujourd'hui, eh bien, il est beaucoup plus diversifié parce qu'on intègre aussi le parcours boursier extrêmement significatif qu'ont pu connaître ces marchés d'actions chinois. Très bien, très bien, très bien. Juste une dernière question rapidement, si vous le pouvez. Un participant qui nous demande si un scénario de stagflation, déflation à la japonaise pourrait être envisagé. Alors oui, bien sûr, ça fait clairement partie des risques, hein, c'est-à-dire que eh bien tout ce qu'on peut lire, entendre sur oui, c'est une reprise économique, on change de paradigme, on reste dans un environnement où eh bien, on va dire la réponse à cette crise-là, elle a été faite par quoi? Par une hausse extrêmement significative de la dette, hein. C'est le cas en France, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas un peu partout. Donc, on se rapproche petit à petit de plus en plus du Japon, que le poids de cette dette-là, ça pèse pour le futur, parce que plus de dettes, ça veut dire moins d'argent à investir demain, et donc moins de moyens de supporter la croissance. Donc ça fait partie, on va dire, des risques, et c'est aussi pour ça que dans nos portefeuilles, eh bien, ce qu'on cherche à faire, c'est à s'appuyer sur des thématiques de gestion qui sont justement pas trop dépendants de la croissance économique, hein. Donc on le disait, la digitalisation, la santé, les investissements verts, etc., etc. Donc parce que si jamais on rentrait dans cette situation, on va dire dans cette déflation à la japonaise, ou dans cette stagflation, eh bien il faudrait investir sur des entreprises, il faudra détenir des entreprises qui ne sont pas dépendantes de la croissance économique de leur pays, hein, française ou américaine, pour pouvoir générer des résultats. Excellent, merci pour tous ces éclairages qui sont passionnants.
Vraiment un grand merci, Kevin et Pierre-Édouard. Et félicitations, Pierre-Édouard. Effectivement, tu nous as communiqué tout à l'heure les performances 2020 de la gestion pilotée opérées par Carmignac sur notre contrat Grisi-Vivi. Elles sont excellentes. On peut notamment reciter la performance de plus de 15% sur le profil dynamique. C'est d'autant plus impressionnant au regard du contexte d'incertitude et de volatilité qu'on a connu au cours de cette année 2020. Donc bravo, merci pour votre éclairage sur les perspectives 2021. Merci également bien sûr Étienne pour ce retour d'expérience sur l'accompagnement de notre équipe. D'ailleurs, j'invite tous les participants qui le souhaitent et qui souhaitent approfondir ces sujets ou qui sont intéressés potentiellement par la Grisi-Vivi, en particulier par la gestion pilotée Carmignac, de revenir vers nous. Étienne et le reste de l'équipe de conseillers, Lisa, Lucie, Emmanuel, sont à votre disposition pour vous apporter des éclairages complémentaires sur ces sujets-là. Et puis également, vous aurez accès à un replay et vous aurez également accès à un replay et on m'informe qu'effectivement, ceux qui le souhaitent, on pourra également communiquer les slides qui ont été présentés, partagés aujourd'hui. Donc, je sais qu'il y a eu des questions autour de cette présentation, des gens qui souhaitaient avoir accès à cette présentation. Donc, on vient de me confirmer qu'on pourra vous communiquer ces éléments. Merci à tous pour votre attention et puis je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau webinaire. À très bientôt. Oui, merci à tous. Merci. Merci, au revoir.